Le gratin dauphinois était encore dans le plat lorsque ma belle-fille a posé ses 2 mains à plat sur la nappe et m'a regardé droit dans les yeux. Pas avec de la colère, avec cette froideur tranquille qui, chez elle, était bien plus dangereuse que la colère. « Marguerite, a-t-elle dit d'une voix égale, soit tu acceptes une place en EHPAD, soit tu t'installes dans la chambre de débarras. On a besoin du reste de l'appartement. » J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Pas par honte, pas par peur, par une sorte de reconnaissance étrange, comme si une part de moi attendait cette phrase depuis des mois, et que l'entendre enfin à voix haute avait quelque chose de libérateur. J'ai posé ma serviette sur la table. J'ai regardé mon fils Julien, assis en face de moi, qui fixait son verre sans le boire. Il n'a pas levé les yeux. Voilà ce que 38 ans de maternité donnaient. Un homme qui ne pouvait pas regarder sa mère pendant qu'on lui proposait de la ranger dans un couloir. La chambre de débarras. Ai-je répété lentement. Corinne a hoché la tête avec la patience de quelqu'un qui explique quelque chose d'évident à quelqu'un de lent. Nous allons faire des travaux. Étendre le salon sur ta chambre actuelle. C'est l'espace qui manque pour recevoir correctement. Tu comprends bien. Recevoir correctement. J'avais 67 ans. J'avais enseigné la littérature française pendant 32 ans dans un lycée de Clermont-Ferrand. J'avais élevé un enfant seul après la mort de mon mari Pierre. Mort d'un infarctus à 44 ans sans que personne ne nous ait prévenu que le cœur pouvait s'arrêter aussi vite, aussi banalement, un mardi matin. J'avais vendu notre voiture pour payer les études de mon fils. J'avais mangé des pâtes certains hivers pour qu'il ne manque de rien à la fac. Et ce soir, dans ma propre salle à manger, la femme qui l'avait épousée m'expliquait qu'elle avait besoin de place pour recevoir correctement. J'ai souri. Pas de ce sourire mécanique que l'on fabrique pour éviter les conflits. Un sourire vrai, presque serein, qui semblait déconcerter Corinne davantage que des larmes ne l'auraient fait. « Je comprends », ai-je dit. Julien a enfin levé les yeux, brièvement, avant de les baisser à nouveau. Dans ce bref regard, j'ai cherché mon fils. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Je me suis levée de table avec cette lenteur que les gens confondent avec la fragilité et qui n'est souvent que de la dignité. Je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte derrière moi sans la claquer. J'ai sorti de mon tiroir de nuit un vieux portefeuille en cuir marron que je n'ouvrais jamais devant personne et j'en ai tiré un morceau de papier plié en 4 sur lequel figurait un numéro de téléphone. Je l'avais recopié là 3 ans plus tôt, lors d'une conversation que j'avais eue avec Élise, au cas où. Le cas où était arrivé. Élise Beaumont était ma meilleure amie depuis l'âge de 22 ans. Nous avions fait notre stage de professeur ensemble à Vichy, partagé un appartement 2 ans, traversé nos mariages respectifs, nos deuils, nos doutes. Elle avait pris sa retraite avant moi et s'était installée à Lyon avec son frère après le décès de son mari. Mais avant cela, elle avait passé 15 ans à travailler comme clerc dans une étude notariale et elle connaissait le droit successoral français avec une précision que la plupart des gens ne soupçonnaient pas chez une ancienne professeure de mathématiques. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Élise, c'est Marguerite. » Un silence court, puis sa voix, ferme et chaude à la fois. « Je t'attends. » Ce sont les 2 seuls mots dont j'avais besoin. Le lendemain matin, pendant que Corinne était à son travail et que Julien faisait semblant d'être occupé dans son bureau, j'ai préparé une valise. Une seule. J'ai pris mes papiers importants, quelques livres, la photo de Pierre qui était sur ma table de chevet et le cardigan bleu que ma mère m'avait tricoté l'année avant sa mort. Je n'ai pas pris les draps. Je n'ai pas pris les bibelots. Je n'ai pas pris les souvenirs accrochés au mur parce que les vrais souvenirs, je les portais en moi depuis longtemps. Julien est sorti de son bureau quand il m'a entendu faire rouler la valise dans le couloir. « Maman, qu'est-ce que tu fais? »« Je pars. »« Où ça? » ?»« Dans un endroit où on se souvient de ce que le mot famille veut dire. » Il a ouvert la bouche. Il l'a refermée. Derrière lui, j'apercevais le salon, le canapé que j'avais aidé à payer lors de leur premier mois de couple, le buffet que j'avais hérité de mes parents et que j'avais apporté ici parce que Corinne trouvait qu'il ferait bien dans l'entrée. Tout ce que j'avais donné était là, intégré, digéré, devenu le leur. « On peut en parler ?» a-t-il dit. « Nous venons de le faire hier soir, mon fils. » Je n'avais pas pleuré. Je pleurais plus tard, sans doute, dans la voiture d'Élise sur l'autoroute A71, en regardant défiler les champs de la Limagne sous un ciel de novembre. Mais là,
dans ce couloir que je connaissais par cœur. J'étais étrangement calme. Il y a des moments dans une vie où la douleur est si ancienne qu'elle devient presque de la sérénité. J'ai pris ma valise et je suis sortie. Élise habitait un appartement lumineux au 3e étage d'un immeuble du 6e arrondissement de Lyon, avec une vue sur les toits et des étagères qui couraient sur 3 murs entiers. Elle m'a ouvert la porte avant même que j'aie sonné, comme si elle m'avait entendu dans l'escalier, et elle m'a serré contre elle, sans dire un mot pendant un moment assez long pour que je sente quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Le soir, autour d'un verre de Côte du Rhône, elle m'a demandé de lui raconter. Pas la scène de la veille. Toute. Depuis le début. Je lui ai donc tout raconté. Les premières années avec Corinne, ce sourire que j'avais appris à redouter. Les petites décisions prises sans moi. Mon placard de la cuisine progressivement réorganisé selon ses goûts. Les week-ends que Julien et moi avions l'habitude de partager et qui s'étaient raréfiés jusqu'à disparaître. La façon dont mes opinions sur l'éducation de leurs enfants étaient devenues des intrusions. Et puis la lettre froide de Julien, il y a 2 ans, m'annonçant qu'il me mettait à disposition leur chambre d'amis pour que je vende mon appartement à Clermont-Ferrand et arrête de payer un loyer inutile. J'avais accepté parce que j'étais seule, parce que j'avais cru que c'était une invitation sincère, parce qu'une mère croit toujours à la sincérité de son enfant un peu trop longtemps. Élise a écouté jusqu'au bout. Puis elle a posé son verre, s'est levée et est revenue avec un dossier. « J'ai réfléchi depuis que tu m'as appelé hier soir », a-t-elle dit. « Et il y a quelque chose que tu ne sais peut être pas. » Elle a ouvert le dossier sur la table basse. Il y avait des photocopies de documents que je reconnaissais vaguement. L'acte de vente de mon appartement de Clermont-Ferrand. Et autre chose. Un relevé d'assurance vie au nom de Pierre. Ton mari avait souscrit une assurance vie en 1998, a dit Élise. Tu te souviens? Vaguement. C'était peu de temps avant sa mort. Il t'avait désigné bénéficiaire en cas de décès, et toi seul, mais le contrat avait une clause de valorisation différée. En d'autres termes, le capital placé continuait à fructifier tant que tu n'en demandais pas le rachat. Je la regardais sans comprendre entièrement où elle voulait en venir. « Marguerite, ce contrat existe toujours. Il est en parfait état. Et aujourd'hui, avec la valorisation sur 25 ans, le capital disponible dépasse les 200 000 euros. J'ai cru qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas, mais... Julien ne sait pas? Julien ne sait probablement rien du tout, parce que tu n'as jamais fait de rachat et que ce type de contrat n'apparaît nulle part dans le patrimoine déclaré tant que le bénéficiaire ne le réclame pas. Je suis restée silencieuse un long moment. Dehors, Lyon bruissait doucement. Un tramway est passé quelque part en bas. Et l'appartement? Élise a pris une autre feuille. L'appartement de ton fils et de ta belle-fille a été acheté conjointement par toi et par Julienne lors de son acquisition. Tu te souviens que tu avais apporté l'apport initial, les économies de ta retraite et le produit de la vente de ton appartement? Oui, ce qui veut dire que légalement, tu détiens encore 30% de la valeur du bien. Julien t'a bien promis de te racheter ta part, mais cette promesse n'a jamais été formalisée chez un notaire. Sur le registre foncier, tu es encore copropriétaire. J'ai senti quelque chose de très étrange se produire en moi. Pas de la joie, pas de la revanche. Quelque chose de plus calme et de plus profond. La conscience que pendant toutes ces années où Corinne m'avait regardée comme une charge dont il fallait se débarrasser, j'étais légalement propriétaire d'une partie du toit sous lequel elle dormait. « Qu'est-ce qu'on fait ?» ai-je demandé. Élise a souri. Et dans ce sourire, j'ai retrouvé la jeune femme de 22 ans que j'avais connue à Vichy. On ne fait rien dans la précipitation. On les laisse faire le premier mouvement. La précipitation, ça sera pour eux. Elle avait raison. Nous n'avons pas attendu longtemps. 4 jours après mon départ, Julien m'a envoyé un message. « Maman, on peut se parler? Corinne et moi, on voudrait qu'on règle tout ça proprement. » Le mot « proprement » m'a arrêté. Proprement, comme si ma présence dans leur vie avait été une affaire de désordre à résoudre. J'ai répondu que je les recevrais le samedi suivant chez Élise. Neutre. Éloignés de leur territoire. Le samedi, ils sont arrivés ensemble. Julien portait cette veste beige qu'il mettait pour les occasions qu'il jugeait importantes, ce qui m'a fait quelque chose que je n'avais pas anticipé. Corinne portait un tailleur sombre et ses cheveux étaient tirés en arrière.
Elle donnait l'impression de quelqu'un qui arrive à une réunion professionnelle. Élise les a accueillis, leur a proposé du café, s'est assise dans un coin de la pièce avec un livre qu'elle n'a pas ouvert. Corinne a pris la parole la première. Naturellement, Marguerite, nous pensons qu'il serait plus serein pour tout le monde de régulariser la situation patrimoniale avant que tu fies, avant que les choses deviennent compliquées. Quelles choses? Eh bien, les successions, les transmissions. À ton âge, il vaut mieux que tout soit clair. À mon âge, j'avais 67 ans, une santé de fer, et je faisais de la marche nordique 3 fois par semaine. Mais à mon âge, je t'écoute, ai-je dit. Julien a sorti un document d'une chemise cartonnée. Je l'ai regardé le poser sur la table et j'ai reconnu, à la mise en page, le type de formulaire qu'on trouve sur Internet et qu'on imprime en se donnant l'air d'avoir consulté un juriste. C'est une procuration de gestion, a expliqué Corinne. Tu nous délègues la gestion de tes comptes et de tes biens pour que nous puissions t'aider au quotidien. C'est ce que font beaucoup de familles. Je n'ai pas regardé le document. J'ai regardé mon fils. Il n'a pas soutenu mon regard. Et l'assurance vie de votre père? Ai-je demandé d'une voix tout à fait normale. Un silence très bref a traversé la pièce. Corinne a eu un minuscule mouvement des paupières. Quelle assurance vie? A dit Julien. Celle que Pierre avait souscrite avant de mourir. 210 000 € environ, avec la valorisation. Corinne s'est redressée imperceptiblement. Et dans ce mouvement, si petit soit-il, j'ai vu tout ce que je savais déjà. Elle était venue pour récupérer quelque chose. L'appartement, les économies, peu importe quoi. Elle était venue pour récupérer, et la mention d'un chiffre qu'elle n'avait pas anticipé venait de changer la géographie de la pièce. « Tu n'en avais jamais parlé, » a dit Julien. « Tu ne m'avais jamais demandé. » Un silence plus long cette fois. « On pourrait en parler, » a repris Corinne avec une douceur nouvelle, pour s'assurer que cet argent est bien placé, bien géré. Tu comprends, ce genre de somme, seul, sans conseil. Je ne suis pas seule, ai-je dit. J'ai Élise. Corinne a jeté un œil vers le coin où Élise lisait son livre sans le lire. Élise n'est pas de la famille, a-t-elle dit. C'est là qu'Élise a posé son livre. Non, a-t-elle répondu avec ce calme qui n'appartenait qu'à elle. Mais j'ai travaillé 15 ans dans une étude notariale, et je connais la valeur d'un acte authentique mieux que la plupart des gens qui signent des procurations imprimées depuis un site en ligne. Corinne a ouvert la bouche. Elle l'a refermée. Je me suis levée. Je vous propose de reprendre cette conversation plus tard, quand vous serez venu me voir sans document à signer. Ils ne sont pas revenus le lendemain, ni le surlendemain. Mais le mercredi, Julienne a appelé, seule cette fois depuis son téléphone personnel et pas depuis le numéro partagé qu'ils utilisaient pour les questions pratiques. « Maman, je voudrais te parler, vraiment te parler. » Sa voix avait quelque chose de différent. La veste beige avait disparu, si on peut dire qu'une voix porte une veste. Il semblait plus petit. « Je t'écoute. Corinne et moi. Ça ne va pas. » Elle est partie chez sa sœur depuis lundi. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Elle m'a reproché de ne pas avoir su comment. De ne pas avoir trouvé comment. Il s'est arrêté. Elle voulait que je te fasse signer des choses, maman. Je savais que c'était mal. Je le savais. Et je n'ai rien dit. Non. Tu n'as rien dit. Un silence. Je suis désolée pour la chambre de débarras. Ce n'était pas ce que j'attendais qu'ils disent. Peut être parce que c'était si précis, si concret, cette image de la chambre de débarras, qu'elle contenait tout le reste. Tous les petits renoncements que j'avais acceptés depuis 2 ans. Toutes les fois où j'avais rangé ma douleur dans le même tiroir que le nombre de téléphones d'Élise. Je sais que tu es désolé, ai-je dit. Mais je ne suis pas sûre que la désolation suffise, Julien. Je comprends. Histo. Est-ce que tu comprends vraiment ou est-ce que tu comprends parce que Corinne est partie et que tu as besoin de quelqu'un? Le silence qui a suivi était le plus honnête qu'il m'avait offert depuis longtemps. Je ne sais pas encore, a-t-il finalement admis. Mais je veux essayer de comprendre. Cette honnêteté-là valait quelque chose. Pas tout, mais quelque chose. Il y a un endroit où j'aimerais qu'on se retrouve, ai-je dit. Le Square Blaise Pascal. Tu sais, celui près du lycée où j'enseignais. Oui, je me souviens. Tu m'y emmenais après l'école quand j'étais petit. Jeudi à 15 heures.
J'ai retrouvé mon fils dans ce square dont je connaissais chaque banc, chaque allée, chaque platane. C'est là que je mangeais mon sandwich le midi quand les journées étaient longues. Là que je venais lire le soir en été quand l'appartement était trop silencieux depuis la mort de Pierre. Là que j'avais pleuré certains dimanches de solitude que je ne montrais à personne. Julien était arrivé avant moi. Il était assis sur un banc, les coudes sur les genoux, et il regardait les pigeons avec l'air accablé des gens qui ne savent pas quoi faire de leurs mains. Quand il m'a vu approcher, il s'est levé d'un mouvement maladroit, comme s'il ne savait pas s'il devait venir vers moi ou rester sur place. Je suis allée m'asseoir à côté de lui, pas en face, à côté. Pendant un moment, nous n'avons rien dit. Le square bruissait autour de nous, des enfants criaient quelque part vers le toboggan, une vieille dame promenait un tackel. « Tu te souviens de la première fois que je t'ai amené ici ?» ai-je demandé. « Tu portais un manteau rouge. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Tu avais eu une mauvaise note en dessin et tu pleurais depuis la sortie de l'école. » Il a eu un sourire triste. « Je me souviens. Tu m'avais dit que les mauvaises notes n'existaient pas, qu'il y avait seulement des dessins que les professeurs ne savaient pas encore lire. Et tu avais arrêté de pleurer. Et j'avais arrêté de pleurer. » J'ai regardé les platanes. « Julien, je ne vais pas te mentir. Ce qui s'est passé ces 2 dernières années m'a fait très mal. Pas seulement la chambre de débarras, tout ce qui a précédé, les silences, les décisions prises sans moi, la sensation d'être devenu invisible dans un endroit où j'avais ma place. » Il a incliné la tête. Il ne cherchait pas à se défendre. « Je t'ai laissé disparaître, » a-t-il dit. « J'ai laissé Corinne décider de ta place parce que c'était plus simple. Et simple n'est pas un mot dont je suis fière aujourd'hui. Et Ellie, I got. J'ai eu envie de lui dire qu'il était pardonné, comme on a toujours envie de soulager la douleur de son enfant. Mais je me suis souvenue de ce qu'Élise m'avait dit la semaine précédente, un soir que nous étions restés tard à parler. Le pardon trop rapide ressemble à de la faiblesse. Le pardon qui prend le temps de se construire, lui, ressemble à de la sagesse. Je ne suis pas sûre de vouloir que tu rentres dans ma vie comme si rien ne s'était passé, ai-je dit. Mais je suis prête à ce qu'on travaille à quelque chose de nouveau, pas à récupérer ce qu'on avait avant, à construire ce qu'on n'a jamais vraiment eu. Il a relevé la tête. Dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Pas de la culpabilité seulement, de la vraie présence. Comment on fait ? On commence par être honnête. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été simples. Je ne veux pas les raconter comme si tout s'était arrangé facilement, parce que la vie n'est pas une histoire où la réconciliation arrive comme le soleil après l'orage, douce et définitive. La réalité est plus lente, plus hésitante, faite de malentendus qu'on dénoue un par un. Corinne est revenue chez Julien au bout de 15 jours. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une fissure que le départ d'argent facile avait révélée et qu'aucun des deux ne savait très bien comment refermer. Je n'ai pas cherché à m'impliquer dans leur couple. Ce n'était pas mon rôle. Ce n'est jamais le rôle d'une belle-mère de soigner un mariage qu'elle n'a pas rompu. Ce qui m'importait, c'était mon fils. Julien avait commencé à m'appeler le dimanche matin. Des appels simples, sans agenda, sans document à signer. Il me racontait sa semaine, ses projets, une série qu'il avait regardée et qu'il pensait que j'apprécierais. Des conversations que nous n'avions plus eues depuis des années et dont j'avais oublié combien elles me manquaient. Un dimanche de décembre, il m'a demandé s'il pouvait venir me voir à Lyon. Il est arrivé avec une bouteille de Saint-Joseph et une boîte de calisson. Il avait l'air d'un enfant qui vient faire sa première visite dans un endroit inconnu et qui veut bien faire. Élise lui a ouvert la porte avec ce sourire direct qui était le sien. « Tu ressembles à ta mère », a-t-elle dit. Il a rougi légèrement, ce qui m'a rappelé qu'il avait été un enfant qui rougissait facilement, avant que le monde lui apprenne à durcir l'extérieur. Nous avons déjeuné tous les 3. Élise avait fait un bœuf bourguignon, et le repas a duré 2 heures. Les 2 heures les plus normales que j'avais passées depuis longtemps. Julien a posé des questions sur ma vie d'enseignante que je n'aurais pas cru qu'il voulait connaître. Il a ri de choses simples. Il a regardé les photos sur les étagères d'Élise et s'est arrêté longtemps sur une photo de son père et moi, jeunes, sur un quai de gare quelque part. « Il te ressemble ?» a-t-il dit. « Papa, on dit que les enfants ressemblent à leur père quand ils sont heureux. » Il a posé la photo. « Je veux ressembler à papa. » Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Mais je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Pierre, très longtemps avant, dans une chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique
et les fleurs trop fraîches. Je lui avais promis de transmettre à notre fils ce que l'amour voulait dire. Pas l'amour facile des beaux jours, l'amour patient. Celui qui tient quand les gens déçoivent et qu'on choisit de rester quand même, les yeux ouverts. Alors commence par regarder les gens que tu aimes vraiment dans les yeux quand ils souffrent. Ai-je dit. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Il a hoché la tête. C'était petit ce hochement, mais il était sincère. Je suis retournée à Clermont-Ferrand en janvier. Pas pour vivre avec Julien et Corinne. J'avais loué un appartement, petit et lumineux, au dernier étage d'un immeuble du centre-ville, avec une fenêtre d'où je voyais le dôme gris-noir de la cathédrale. J'avais utilisé une partie de l'assurance vie de Pierre pour m'installer confortablement, pour acheter un bon fauteuil, quelques livres supplémentaires et pour contribuer à une association qui aidait des lycéens de quartier à préparer leur concours. Cette dernière décision, Julien l'avait apprise par un ancien collègue à moi et il m'avait appelé le soir même. « Tu aurais pu me dire. Tu aurais pu demander ?» Un silence qui n'était plus blessant, seulement honnête. « Maman, est-ce que je peux venir un week-end avec les enfants? Ils ne te connaissent pas assez. Ce serait une bonne idée. » Et c'est ainsi que mes petits-enfants sont venus sonner chez moi pour la première fois, un samedi matin de février, avec des sacs à dos colorés. Et cette énergie des enfants qui entrent dans un endroit nouveau en croyant qu'il leur appartient déjà. La petite de 4 ans a grimpé directement sur mon fauteuil et a annoncé qu'il était parfait pour les livres. Le grand de 7 ans a regardé ma bibliothèque avec une concentration sérieuse et a demandé si j'avais des livres avec des histoires vraies. J'en avais beaucoup. Julien était resté sur le seuil, les mains dans les poches, à me regarder avec ses enfants comme si c'était la première fois qu'il voyait clairement quelque chose. « Merci de les recevoir », a-t-il dit. « Ce ne sont pas des invités, Julien. Ce sont mes petits-enfants. » Il a souri. Un vrai sourire. Pas celui qu'il fabriquait pour les situations sociales. Celui qu'il avait à 6 ans dans le square Blaise Pascal, quand je lui disais que les mauvaises notes n'existaient pas. Ce soir-là, après leur départ, j'ai fait la vaisselle lentement. Le bruit de la ville rentrant par la fenêtre entr'ouverte. J'ai pensé à Pierre. Je pensais à lui souvent, mais différemment selon les périodes. Parfois avec cette douleur sourde, qui ne disparaît jamais vraiment. Parfois avec cette gratitude étrange que les gens qui ont perdu quelqu'un comprennent. La gratitude d'avoir eu cette personne, même trop peu longtemps. Ce soir-là, je lui ai parlé, comme il m'arrive de lui parler quand je suis seule et que la nuit est silencieuse. Il revient, lui ai-je dit. Notre fils revient. Pas tel que je l'avais rêvé. Peut être mieux. Parce qu'il revient en sachant ce qu'il a failli perdre. J'ai éteint la lumière de la cuisine. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. Il y a une chose que 32 ans d'enseignement m'ont apprise et que je n'ai jamais pu faire entrer dans un programme scolaire. C'est que les êtres humains n'apprennent presque jamais de ce qu'on leur enseigne. Ils apprennent de ce qu'ils vivent. Parfois, il faut les laisser vivre certaines choses jusqu'au bout, même quand ça fait mal à regarder, même quand on voudrait intervenir, corriger, protéger, parce que c'est dans le fond de leurs propres erreurs qu'ils trouvent, s'ils en ont le courage, ce qui leur appartient vraiment. Mon fils avait trouvé quelque chose dans le fond de la sienne. Je n'avais pas exigé des excuses parfaites. Je n'avais pas posé de conditions impossibles. J'avais seulement attendu qu'il comprenne par lui-même ce que le mot mère signifiait. Pas comme un titre sur un livret de famille, mais comme une présence qu'on peut perdre, qu'on peut blesser, et qui, si elle vous aime vraiment, ne se transforme pas en absence mais en une question posée à voix basse. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant de cette seconde chance? La réponse? Je commençais à la voir dans les yeux de mon fils le samedi matin, quand il sonnait à ma porte avec ses enfants qui débordaient d'énergie et leur père qui apprenait enfin à regarder sa mère en face. Ce n'était pas une fin parfaite. C'était mieux que ça. C'était une vraie vie qui recommençait. Et si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Auriez-vous pardonné aussi? Je lis chaque commentaire, chaque témoignage. Parce que derrière chaque histoire comme la mienne, il y en a des milliers d'autres qui méritent d'être entendues. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Je crois qu'elle vous touchera autant que celle-ci peut être plus.